Bonsoir, nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue dans ce journal du lundi 12 octobre. Voici les titres. Le plateau de Satori à Versailles, épicentre du développement des robots militaires. Le groupe Nexter en livre actuellement une 60aine à l'armée de terre et des équipements du futur qui sont également évalués sur le camp militaire par la section technique de l'armée de terre. Focus dans cette édition sur Equalis, cette association avec le soutien du département pilote 8 chantiers d'insertion dans les Yvelines. Le principe accompagner des personnes sans emploi, exemple dans cette édition à Carrière-sous-Poissy et à La Verrière. Et puis retour sur le 3e challenge de l'amitié, il était organisé vendredi au golfe de l'île de loisirs à Saint-Quentin en Yvelines. 10 associations, dont 4 du territoire, s'affrontaient sur le green. Mais avant de développer ces titres, le point sur l'épidémie de Covid-19 dans les Yvelines avec, vous allez le voir, des chiffres qui sont à la hausse. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants est désormais de 199,02, soit une progression de 80 points en une semaine. Taux de positivité à 14,7%. La tension hospitalière se fait de plus en plus ressentir en Ile-de-France avec 41% des lits de réanimation désormais occupés. 262 patients étaient hospitalisés hier dans les Yvelines, plus 83 en une semaine. Depuis le début de la crise sanitaire, 576 personnes sont décédées dans les établissements de santé yvelinois. Je vous le disais dans les titres, des robots militaires du futur développés sur le plateau de Satori à Versailles. Nexter Robotics livre actuellement une 60aine de ces robots à l'armée de terre, des systèmes télécommandés pour la reconnaissance sur des terrains hostiles. Regardez ce sujet de Nicolas Dandré et juste après, une interview également tournée sur le plateau de Satori à Versailles avec le service, la section technique de l'armée de terre qui évalue justement ces technologies. Regardez. Ils sont 56 robots comme celui-ci, actuellement en cours de livraison dans des régiments de l'armée de terre, des systèmes multifonctions destinés aux activités de défense et de protection civile. Ils sont développés ici à Nexter Robotics à Satori. Le but principal est en fait d'avoir une capacité d'observation pour l'infanterie, débarquer, également avoir donc un périmètre, une connaissance environnementale du véhicule lors d'un débarquement, mais aussi de pouvoir donc faire des tâches de déminage. À l'origine de ce robot, un besoin du GIGN installé sur le plateau de Satori. Les recherches commencent en 2010. Le système de base est aujourd'hui équipé de 4 caméras. Et l'intérêt majeur du robot, en fait, c'est son adaptabilité. C'est-à-dire que donc, d'une part, on peut changer la mobilité de ce dernier en quelques secondes. On va pouvoir y installer toutes sortes de modules mission, que ce soit des caméras thermiques, des caméras bas niveau de lumière, des haut-parleurs, des simulateurs de son, des fumigènes, des disrupteurs, etc. Ce module, avec un canon dessus, en fait, est un disrupteur. C'est un canon à eau qui propulse de l'eau en fait, à très haute pression et qui permet de neutraliser des mines ou des IED. Donc le but étant en fait d'envoyer de l'eau à très haute pression pour pouvoir séparer le détonateur de la charge utile. Nexter Robotics est l'entité spécialiste des systèmes robotiques du groupe industriel Nexter. Elle est composée d'une 20aine de collaborateurs. Son activité de recherche et développement actuelle porte sur les systèmes robotiques plus lourds. On met beaucoup d'efforts, comme je vous l'ai dit, sur les plus gros robots, donc les machines plus lourdes qui sont encore en devenir, et dont on a besoin de montrer, de prouver la robustesse et l'intérêt opérationnel, la plus-value opérationnelle. Il n'est pas question chez nous de faire des systèmes entièrement autonomes, donc l'homme reste le maître du jeu, reste le maître de la machine. Et donc nos applications, nos efforts en fait, vont sur l'optimisation de la relation entre l'homme et le robot, de manière à ce que le couple homme-robot soit le plus performant possible. Surveillance, logistique, reconnaissance d'itinéraire et combat, les axes de travail pour développer ces robots en phase de prototypage, même si des systèmes sont déjà utilisés comme celui-ci. C'est un robot en fait, qui permet de patrouiller dans la Banque de France et qui permet justement de faire la détection d'intrus et également donc, de la surveillance. S'il y a par exemple un trou dans la clôture ou s'il y a des comportements suspects. Aujourd'hui, Nexter Robotics compte une 30aine de clients dans le monde comme les forces spéciales américaines. Elle réalise 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour approfondir ce sujet, nous sommes actuellement sur le plateau de Satori à Versailles avec la section technique de l'armée de terre. Et avec nous, il y a 2 interlocuteurs. Le colonel Bruno, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, vous, de l'équipe de la direction de la STAT et également le chef de bataillon Christopher, bonjour. Oui, bonjour. De l'équipe de marque de la STAT. Alors la STAT, je le rappelle, c'est la section technique de l'armée de terre. Concrètement, colonel Bruno, qu'est-ce que la STAT? Quelles sont ses missions? Eh bien, la STAT a comme mission d'évaluer d'un point de vue purement opérationnel tous les équipements du futur de l'armée de terre. Et quand on dit l'armée de terre, c'est au sens large, ça va de l'hélicoptère, des parachutes, des véhicules blindés,
de l'armement, de l'informatique, des moyens de télécommunication. Et on le voit d'un point de vue purement opérationnel. À la STAT, même si elle s'appelle technique, vous n'avez que des gens qui ont un vrai passé militaire d'opérationnel sur le théâtre d'opération extérieur. Et donc on est en présence ici de robots qu'on aura peut-être l'occasion de voir à l'image. Voilà, avec quel type de robots travaillez-vous ? Alors face à vous, c'est le premier standard de robotique terrestre Scorpion. Donc il y a deux composantes, des robots pour l'infanterie, le petit qui se trouve ici et le moyen qui se trouve là. Il y en a un troisième qui est destiné aux sapeurs, qui est en cours de développement. Donc le petit, c'est un robot, un mini-robot qui fait moins de 3 kg. Il permet, avant qu'un fantassin rentre dans une pièce, de pouvoir avoir une vision, savoir s'il y a des insurgés à l'intérieur, voir s'il y a des ouvertures. Et donc il sert à faire fusible. Donc nous, on vérifie sur le terrain que ce matériel correspond bien aux besoins militaires. Et le moyen, c'est un mini-robot modulaire où là, l'avantage, on peut mettre davantage de kits comme vous pourrez le voir tout à l'heure. Alors en restant le plus pédagogique possible, quel type de tests vous leur faites subir à ces robots ? Jusqu'à l'extrémité de ce que les militaires ont demandé. Parce que nous sommes donc des sachants du combat, donc on les pousse dans tout ce que l'on connaît du combat en zone urbaine pour le tout petit et pour le moyen aussi. C'est-à-dire qu'on les pousse dans les zones habitées, à l'intérieur même des caves, dans les métros et ainsi de suite. Donc on les pousse à chaque fois au maximum de ce qu'on a pu exiger d'un point de vue opérationnel vis-à-vis de l'industriel. Alors ces robots, ils sont intégrés au programme Scorpion, parce qu'on le rappelle, l'armée de terre connaît une révolution technique au travers de ce programme Scorpion. Dans les grandes lignes, ça consiste en quoi, ce programme ? Alors le programme Scorpion, il faut bien le recadrer, c'est un programme dit médian. C'est-à-dire ce sont tous les véhicules que l'on ne peut pas jeter par la porte d'un avion, donc ils ne sont pas parachutables, ils ne flottent pas dans l'amphibie, mais ce ne sont pas non plus tous les véhicules lourds du combat, type le char lourd de combat. Donc ce sont des véhicules médians, très protégés, et surtout qui préfigurent le combat dit infovalorisé avec des échanges numériques entre chacune des plateformes. Le cœur de Scorpion, c'est d'abord son informatique de combat. Et on va peut-être se répéter un petit peu, mais comment vous intégrez justement ces robots dans les théâtres d'opération ? Alors ces robots, pour le petit et le moyen, dotent l'infanterie à titre exploratoire. Donc en fait justement l'infanterie elle va utiliser ces robots en zone urbaine ou en zone ouverte, de jour, de nuit, à pied ou à partir de véhicules, pour justement voir comment est-ce qu'elle va vouloir utiliser ces robots pour peut-être en acquérir plus, des plus petits, des plus gros. Donc là c'est une dotation exploratoire. En revanche pour le robot du génie, là c'est un renouvellement d'une capacité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le but c'est d'avoir un robot qui sert à protéger le sapeur pour éviter que quand il y a par exemple un engin explosif improvisé, que ce soit le sapeur qui explose sur cet engin. Donc on envoie le robot en éclaireur pour lever le doute. Donc on a parlé de ces robots. Une dernière question, là il s'agit de robots, on va dire de petite taille. Est-ce qu'il y a des plus gros robots qui sont testés ici ? Alors après vous avez un robot un peu plus gros qui servira aux équipes du génie pour tout ce qui est déminage. C'est un robot de 20-25 kg. Ensuite, l'armée de terre ne s'interdit pas de réfléchir à des robots mules, c'est-à-dire qui sont capables de porter des sacs à dos, porter des munitions, voire porter des blessés. Mais là, pour l'instant, ça n'est que du travail de veille technologique vis-à-vis des industriels qui sont autour de nous. Merci colonel Bruno et merci au chef de bataillon Christopher, merci de nous avoir accueillis ici au sein de la section technique de l'armée de terre. Je vous le rappelle, on est sur le plateau de Satory à Versailles. Dans le reste de l'actualité, les anti-PMA pour toutes les femmes et les anti-GPA réunis samedi à Versailles. 1700 personnes selon la police, 5000 selon les organisateurs sont venus manifester devant les locaux de la préfecture des Yvelines. Une mobilisation nationale dans plusieurs villes de France à l'appel d'un mouvement associatif unitaire rassemblé sous le label Marchons Enfants. On y retrouve la Manif pour tous, Alliance Vita, l'AFC ou encore Les Veilleurs. Le mouvement demande le retrait du projet de loi bioéthique porté par le gouvernement. Le Sénat doit examiner le texte en seconde lecture d'ici le premier trimestre 2021.
Accompagner des personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales, c'est le but et le principe des chantiers d'insertion et des initiatives souvent soutenues par le département et portées par une agence qui s'appelle, une association qui s'appelle Equality. La présidente de l'agence Activity qui fait partie du département, qui est l'agence d'insertion du département, et Pierre Bédier, le président du département, sont venus justement visiter 2 de ces chantiers d'insertion. Le reportage à ce sujet de Mélanie Poquet. Des masques, des coussins, des sacs. Cet atelier textile emploie une vingtaine de salariés en insertion à Conflans-Sainte-Honorine. Ils travaillent pour Equalis, une association. On a des accompagnements qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. En règle générale, sur un chantier, la règle commune à nos chantiers, c'est plutôt 1 an. Après un parcours chez nous, en moyenne, c'est 1 an, avec beaucoup d'accompagnement vers les formations, des formations qu'on espère plutôt qualifiantes pour eux. Et sinon, c'est aussi des emplois très diversifiés dans le domaine de la vente ou du service à la personne. Equalis gère 8 chantiers d'insertion, dont 2 à Conflans-Sainte-Honorine. Les jardins de cocaïne sont spécialisés dans le maraîchage bio, une activité accompagnée par l'agence départementale Activity présente depuis 5 ans. On a la capacité pas seulement d'accompagner en fonctionnement, mais on a mis des moyens de l'investissement. Pourquoi je vous dis que c'est original? Parce que dans l'insertion, dans l'action sociale par nature, on est souvent dans le fonctionnement, pas dans l'investissement. Or, ces structures, lorsqu'elles se lancent sur des nouveaux défis, sur des nouveaux projets, elles ont besoin le coup de pouce de départ de l'investissement. Et c'est ce qu'on porte, et ACR, on l'a porté plusieurs années de suite. Et en projet d'investissement, c'est 50 000 € par an. Implantée dans les Yvelines depuis 1978, Equalis est présente dans 9 départements franciliens, dans l'Oise et le Loiret. Elle accompagne 200 salariés en insertion. Et à la Verrière, justement, une salle du Scarabée accueille depuis le 24 septembre un chantier d'insertion pour confectionner des masques de protection. L'objectif, c'est produire 10 000 masques de protection pour ensuite les distribuer aux habitants de la ville. Bichente, Marien Santisteban et la voix d'Éléonore Sinoquet. Mise en place par l'agence Activity, l'association Equalis et la mairie de la Verrière, une quinzaine d'employés en contrat d'insertion confectionnent des masques. Ils travaillent répartis sur une dizaine de machines. Actuellement, nous avons 16 personnes et ce qui se passe, c'est qu'ils apprennent à faire de la couture, à faire des masques. Il y a des personnes qui sont qualifiées et puis il y a d'autres personnes qui n'ont jamais pratiqué, donc ils apprennent le maniement de la machine et à coudre. La salle Cobar du Scarabée a été choisie pour héberger cette initiative pendant les 4 mois de l'opération. C'est effectivement la ville qui met à disposition cette salle du Scarabée. Il y a également la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a financé les machines. Il y a des particuliers qui font des dons de tissus. C'est 100% coton. Pour ceux qui veulent faire des dons, on a vraiment besoin d'eux. Depuis l'instauration il y a 2 semaines, le groupe a déjà fabriqué plus de 150 masques avec une majorité de tissus recyclés. Les employés ont pour la plupart été formés sur place à la couture. Quand même, on fait les masques tous les jours. Il y en a qui cousent bien, il y en a qui apprennent à coudre, quoi. Donc moi, je ne faisais pas du tout de couture avant, j'ai vraiment découvert ici. Au début, on touche un peu à tout pour apprendre. Et ensuite, on va plutôt se spécialiser. Les personnes qui ont plus de mal à coudre vont faire le repassage, d'autres vont découdre. Et comme ça, après, on va avoir une production plus optimale. Le chantier d'insertion se tient jusqu'en janvier, date à laquelle les 10 000 masques devraient être achevés et distribués aux citoyens de la commune de la Verrière. Un nouveau directeur académique pour le département des Yvelines, Luc Pham, 58 ans, a été désigné, a pris ses fonctions la semaine dernière. Cet ancien instituteur remplace Antoine Destré, qui était en poste depuis 1 an, suite à la démission de Serge Clément, visé par des soupçons de harcèlement sexuel. Antoine Destré a été nommé à la tête de l'Académie de Paris. Luc Pham, de son côté, arrive des Landes, où il était également directeur académique. Les élus du conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines se sont réunis jeudi 8 octobre pour une nouvelle séance. Au programme, près de 40 délibérations votées. Voici ce qu'il faut retenir. Nouveau conseil d'agglomération en octobre et un petit nouveau dans l'Assemblée. Moustapha Larbaoui devient élu communautaire de la ville de Trappes. C'est en remplacement d'Othman Nasrou, démissionnaire et devenu premier vice-président de la région Île-de-France. Là, aujourd'hui, je rentre dans des enceintes où il se prend des décisions.
importante. Voilà, à laquelle je suis associé maintenant, et donc c'est impressionnant, et pour le coup ça me fait très plaisir de représenter les trappistes à la comité d'agglomération et de participer aux travaux de toute l'agglo. Au menu de la séance, près de 40 délibérations, désignation des représentants de l'agglomération au sein des différents conseils d'administration, notamment pour la pépinière Promopole et la mission locale Skiway 1625. Les élus communautaires se sont prononcés favorablement aussi pour un nouveau projet concernant la ferme de Bulloyer à Magny-les-Hameaux, 70 pour, 3 contre. Création sur place prochainement d'une ferme-école qui formera au métier de l'agriculture bio et qui sera gérée par l'association Graines d'Avenir. C'est un projet qui a été porté par tous. La ferme de Bulloyer, c'est un élément historique essentiel. Bertrand Houillon en parlerait mieux que moi puisque c'est sur sa commune. Nous avons à cet endroit-là une ferme qui, je ne remonte pas au Moyen-Âge, mais dans l'histoire plus récente, celle de la ville nouvelle, est le lieu qui a accueilli l'établissement public d'aménagement qui a réalisé l'élaboration et la construction de la ville nouvelle. Donc il fallait trouver une nouvelle destination à ce site. Une ferme, 8 hectares, c'est compliqué. On a pu trouver un projet qui concilie social, environnement. Le conseil d'agglomération a également voté pour la création d'une piste cyclable à l'île de Loisirs, site olympique de Paris 2024. Saint-Quentin-en-Yvelines contribuera à hauteur de 220 000 €. Sur l'île de Loisirs, nous n'avions pas de piste cyclable. Donc évidemment, pour ce point-là sportif en lien avec les JO, c'était important. Mais il y a un autre point essentiel aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de salariés qui arrivent à la gare de Montigny-Saint-Quentin-en-Yvelines et qui se rendent à la Clé Saint-Pierre, et leur permettre demain d'avoir une piste cyclable qui leur permet de se rendre à vélo jusqu'à leur lieu de travail et vice-versa le soir, c'est une très belle évolution que nous souhaitons au niveau des mobilités sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Parmi les autres décisions à retenir, notamment le soutien de Saint-Quentin-en-Yvelines à hauteur de 105 000 € pour la construction de logements sociaux au Claye-sous-Bois. Prochaine séance le 19 novembre à 19h30. Le sport pour refermer ce journal et du golf. Le 3e challenge de l'amitié était organisé vendredi au golf de l'île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. 10 associations s'affrontaient sur le green. Retour sur l'événement avec Patrice Carmousse sur des images d'Yves Hubstenberger. C'est sur les greens du golf de Saint-Quentin-en-Yvelines qu'a eu lieu vendredi 9 octobre la 3e édition du Challenge de l'Amitié. Créé en 2018, ce challenge met aux prises 10 associations, dont 4 représentent le territoire de Saint-Quentin, la section golf de Montigny-le-Bretonneux, l'association Sky Golf 2018, l'association sportive Blue Green de Saint-Quentin-en-Yvelines et le golf club de Voisin-le-Bretonneux. Le regroupement de ces 10 associations donne une certaine force de frappe, comme l'explique Philippe Dubreuil, le président du golf club vicinois. On groupe à peu près, ça fait dans les 1400 golfeurs quand même, hein, si on additionne l'ensemble des membres de ces associations. Donc ça pèse quand même quelque chose, quoi. Évidemment, les conditions sanitaires ont bousculé le calendrier prévu, mais après un premier challenge qui s'est déroulé au golf de Marivaux au mois de septembre dernier, la compétition du 9 octobre a connu un vrai succès, comme le rappelle Philippe Dubreuil. On a beaucoup de monde, effectivement. On était 68 golfeurs aujourd'hui. Effectivement, à table, je pense qu'on va être 50 ou 60 aussi. L'esprit premier, effectivement, de convivialité, donc il est bien là. Et ça, c'est ce qui me réjouit le plus, quoi. À ce jeu, c'est l'association sportive de Montigny qui a remporté ce 2e tour devant le Blue Green de Saint-Quentin et Sky Golf 2018. La formule est toujours identique, 6 joueurs et 2 remplaçants représentent chaque association et chaque équipe doit comporter au moins une femme. Chaque association donc, présente une équipe. Cette équipe, donc, c'est 6 titulaires avec une dame minimum. Ça, c'est une règle effectivement importante. On a un double et 4 simples, le double en Chapman et 4 simples qui jouent en Stableford, plus 2 remplaçants. Prochaine étape du challenge de l'amitié au mois de mars au Golf National. Et dans un instant, ne manquez pas le 7-8 Sport pour faire le tour de l'actualité des résultats sportifs du week-end. Et c'est présenté par vous, Mélanie Poquier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est le menu ce soir du 7-8 Sport ? Le menu de ce soir, on reviendra sur un match de handball. Plaisir échoue à un petit point de son adversaire. Le club de Houille, le Vésiné-Carrière, remporte lui son tout premier match en National 3. Du côté du baseball, nous allons essayer de découvrir quelle est la recette des jeunes pousses des Cougars de Montigny-le-Bretonneux. Les équipes de moins de 9, 12 et 15 ans sont
imbattables ou presque. Et nous découvrirons une activité sportive plutôt méconnue. Le hockey subaquatique se pratique dans près de 2500 clubs en France. Nous sommes allés au Chênay. Et tout ça, c'est à retrouver dans un instant. Le 7-8 Sport, c'est tous les lundis sur TV78, 18h30, rediffusion à 19h30 et 23h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retour dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.